Alors, on va commencer par un petit peu d'histoire. Alors, la méthode DCA, c'est l'acronyme de Dollar Cost Averaging. Donc, en bon français, ça donnerait moyen-âge des coûts en dollars. Alors là, on parle de dollars, mais ça pourrait être de l'euro, ça pourrait être du yen, etc. Peu importe la devise. Et c'est un concept qui a été popularisé dans les années 1950 par Benjamin Graham. Alors, c'est un grand économiste que je pense que la plupart d'entre vous connaissent bien. C'est aussi une grande figure du concept de l'investissement intelligent. Il a d'ailleurs écrit un livre qui porte le même nom et que je recommande vivement. Et il est accessoirement, et entre guillemets bien entendu, le mentor de Warren Buffett. Donc l'idée de base derrière le DCA est assez simple. Plutôt que d'investir une grosse somme d'argent en une seule fois sur le marché, vous répartissez cet investissement sur une période donnée en achetant des actions ou des actifs à intervalles réguliers, que le marché soit en hausse ou en baisse. Alors, un exemple, imaginons que vous souhaitiez investir 12 000 euros. Alors, on ne se focalise pas sur la somme. Hein. Alors, nous verrons que le raisonnement qui va suivre est complètement indépendant de la somme. Ça peut être plus, ça peut être moins. Donc, j'ai pris 12 000 parce que les calculs seront simples pour la suite. Alors, vous avez deux options. Soit vous décidez de miser d'un seul coup en début de période. Donc là, en l'occurrence, T0. Donc là, c'est ce qu'on peut voir ici avec la grosse bourse. C'est ce que j'ai appelé le all-in. Soit vous décidez de diviser cette somme en 12, si vous décidez de faire une injection de capital une fois par mois. Donc vous divisez en 12 parts égales, donc ça va vous faire 1200 euros. Et vous injectez ces 1200 euros de la manière suivante, c'est-à-dire que le premier 1200 euros va être injecté au temps T0, donc en début de période, en même temps que le moment où vous auriez fait votre all-in, et ensuite vous injectez une deuxième fraction de votre capital en T1, une troisième en T2, une autre en T3, et ce jusqu'à Tn, donc à la fin de la période, à la fin des 12 mois. Alors, c'est une méthode, c'est une stratégie d'investissement qui est beaucoup utilisée en bourse, et on lui attribue pas mal d'avantages, parmi lesquels on trouve le fait que c'est une méthode simple, car elle est mécanique, on ne se soucie pas de l'état du marché. Ça minimise l'impact des émotions liées aux fluctuations du marché. Bon, régulièrement, vous injectez votre petit capital en chaque début de mois, de trimestre ou d'année. Il y a un phénomène de lissage du prix, il y a une réduction de la volatilité, et il y a aussi la réduction du risque. Alors, même si la plupart de ces points tombent du côté positif de la méthode et apparaissent tout à fait légitimes, nous allons voir que lorsqu'on les confronte à ce qui intéresse la plupart des investisseurs, enfin du moins j'espère, je parle bien entendu de la rentabilité du capital investi, nous allons voir à travers les différentes démonstrations qui vont suivre combien nous coûte ce confort avec le temps. Et nous reverrons à la fin des différentes démonstrations ces différents points. Donc maintenant, on va procéder à la modélisation mathématique des différentes situations. Alors, pas de panique, il y a des formules qui peuvent sembler un peu compliquées, mais en fait, les mathématiques qui sont déployées ici sont vraiment tout à fait accessibles. C'est maximum niveau terminal. Donc ici, vous avez la première modélisation qui correspond à l'investissement qui est fait en une seule fois, donc c'est le mode que j'ai appelé all-in. Et ici, vous avez le développement mathématique qui correspond à un investissement de type DCA. Donc ici, vous avez différentes périodes qui vont de T0 à T3, mais ça peut aller jusqu'à Tn en fonction de la durée d'investissement complète sélectionnée. Et entre T0 et T1, on peut considérer qu'on a une période d'investissement qui est compatible avec ce qu'on va faire au niveau du DCA. Donc cette période, ça peut être 1 mois, ça peut être 3 mois, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, etc. Donc ça veut dire qu'entre T0 et T1, si par exemple on choisit la période de 1 mois, on a 1 mois d'écart. Entre T1 et T2, on a 1 mois d'écart. De T2 à T3, on a 1 mois d'écart. Et là, c'est exactement la même référence de temps. Ici, investissement d'une seule fois, le capital, donc j'ai mis un grand quart parce qu'on en investit l'intégralité de la somme disponible. Et ensuite, on laisse les intérêts courir. Donc les choses vont se passer de la manière suivante, c'est-à-dire de T1 à T0, on aura eu un gain ou une perte. En fonction de l'état du marché. Donc à ce moment-là, le capital qu'on avait injecté ici, on va avoir K multiplié par G1. Donc si par exemple on a un gain qui est positif, on va avoir un G qui va être supérieur à 1. Si on a un gain qui est négatif, on va avoir un G qui va être inférieur à 1. Au temps T2, on a ce qu'on a gagné ou perdu au temps T1 multiplié par le gain qu'on a fait entre T2 et T1. En T3, même chose, on récupère le capital qu'on a à la fin de la période T2 et on le multiplie par le gain qu'on va avoir sur la période T3. Voilà, donc là on voit comment évolue ce gain au fil du temps.
Maintenant, si on regarde la méthode DCA, c'est un petit peu différent. Parce que là, pour le coup, on n'investit pas l'intégralité du capital en T0, on ne met qu'une fraction de ce capital. Donc, par exemple, si on prend l'exemple précédent, c'est là où on va mettre 1200 euros. Donc, première période K, pas de gain. Deuxième période, on va avoir K fois le gain qu'on a réalisé de T1 à T0, plus une réinjection de capital qui correspond justement au mode DCA, où là, on réinjecte une fraction de ce capital. À la période T2, exactement le même raisonnement. On récupère ce qu'on a gagné en T1, c'est-à-dire c'est ce que vous voyez là. Vous multipliez par le gain que vous avez eu de T2 à T0, à T1, pardon, et vous additionnez une fraction du capital K, et etc., etc. Donc là, bien évidemment, on voit qu'il y a du cas partout, donc on peut factoriser. Donc à partir de là, on peut faire une évaluation de la performance qu'on peut obtenir à chaque fin de période. Donc pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On prend, mettons qu'on décide de s'arrêter sur la période 3. Bon, là, je l'ai généralisé à n, mais imaginons qu'on décide de s'arrêter à la période 3. Le gain qu'on va avoir réalisé par rapport ce qui aura été réalisé par rapport au capital initial, en fait, ce sera G1 fois G2 fois G3. Donc on comprend que la performance qu'on aura au bout d'une période n, ça va être G1 fois G2 fois G3 jusqu'à Gn. Et comme on avait investi K, donc si on fait le ratio de K fois le produit de ces gains divisé par K, on va avoir le gain total. Pour la performance DCA, c'est exactement le même principe. Je ne vous refais pas tout le descriptif, mais en gros, si vous décidez de faire la performance que vous aurez au bout de la énième période, vous allez faire l'intégralité de ces produits et de ces sommes, et vous allez diviser, et comme là on a vu que tout se factorisait, c'est-à-dire qu'on a le petit K qui vient ici au numérateur, en commun pour toute la partie numérateur, et ici vous allez diviser par le nombre d'injections du petit capital K, c'est-à-dire n fois K. Et là pour le coup, votre gain est régi par cette formule. Donc c'est G1 plus 1 facteur de G2 plus 1, etc., facteur de G3, etc., divisé par n. Donc voilà les deux performances qu'il va falloir étudier. Donc là, maintenant, on va voir la modélisation que j'ai utilisée pour mon approche théorique en ce qui concerne l'évaluation des différentes performances par rapport aux deux méthodes que j'ai décrites juste avant. Donc la méthode que j'ai baptisée all-in, où vous injectez l'intégralité de votre capital en début de période, et la méthode distribuée, donc la méthode DCA. Donc pour avoir quelque chose de facilement lisible, de fluide et de facile à exprimer d'un point de vue mathématique, j'ai utilisé des fonctions périodiques, parce que les marchés sont périodiques, avec 3 constantes de temps. Donc une constante de temps lente, donc c'est la constante de temps qui est typiquement entre 8 et 10 ans. Bon, on ne va pas trop discuter sur les chiffres, mais en gros, il n'est pas rare que dans ces périodes-là, vous ayez eu des croissances assez importantes ou des crashs, parfois même des crashs sévères. Ensuite, vous avez la période que j'ai appelée la période moyenne, qui est de l'ordre de 3 à 5 ans, où là vous pouvez être en range, vous pouvez être en momentum positif, en momentum négatif, etc. Et vous avez ensuite des périodes entre guillemets rapides. Bon, généralement, ça correspond à la tombée des résultats des entreprises trimestrielles, de 3 à 6 mois. Et ensuite, j'ai considéré un gain statique récurrent parce que la plupart des indices que vous pouvez sélectionner sont croissants dans le temps. Donc c'est ce qui correspond à ce fameux gain statique. Par exemple, si vous prenez le S&P 500, vous avez une croissance de l'ordre entre 8 et 10% par an. Donc c'est ce qui sera simulé à partir de ce gain statique. Donc finalement, le gain, ça va être l'addition de ces différentes variables. Donc le gain G, je vous rappelle, c'est le petit G qu'on voyait précédemment sous forme de G1, G2, G3, etc. Donc là, on voit qu'il va évoluer avec le temps. Donc là, vous allez avoir la somme d'un sinus avec une constante de temps lente, additionnée avec un sinus qui, lui, va plutôt refléter ce qui se passe dans les périodes moyennes, et ensuite une autre période qui sera la période rapide, donc ce sera fait par le sinus qui correspond justement à ce fameux T rapide. Et pour avoir le gain global, ce sera la somme de tous ces contributeurs. Donc ça va nous donner quelque chose de relativement lisible au niveau du graphe, et ça va nous permettre à l'œil de voir un peu les tendances des deux méthodes. Alors, première simulation. Alors juste avant de parler de cette simulation-là, dans toutes les évaluations que je vais faire du point de vue théorique, et même pratique d'ailleurs, j'ai considéré la même période, c'est-à-dire une période de 0 à 20 ans avec une injection tous les mois. Ensuite, dans le cadre de cette simulation, j'ai considéré les 3 périodes de temps suivantes. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. La période lente, donc ce sera une période de 9 ans.
Donc là, c'est ce qu'on voit, là, ça correspond à 108 mois. Ensuite, la période moyenne, donc c'est une période de 3 ans, donc c'est les 36 mois qu'on voit ici. Et enfin, la période rapide, là, je l'ai posée à 6 mois. Mais bon, quelles que soient ces grandeurs-là, on verra que ça ne change pas grand-chose. Et ensuite, ici, vous retrouvez bien entendu le gain statique. Donc, dans cet exemple-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé G lent à 0%, c'est-à-dire que je n'ai pas de croissance au niveau de la partie lente, pas de croissance, enfin, pas d'évolution au niveau de la partie moyenne, au niveau de la base de temps moyenne, et pas d'évolution au niveau de la base de temps rapide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces coefficients sont supprimés. Il ne reste que le gain statique. Donc le gain statique, c'est le gain que vous voyez là. Donc normalement, il y a les 3 qui doivent évoluer, mais comme tous les autres sont à 0, vous n'en avez qu'un. Ici, c'est le cumul de tout ce qui s'est passé là. Donc là, vous avez 1% de gain mensuel, ce qui correspond à peu près à 12%, 12% par an. Bon, c'est pas complètement aberrant. Et donc vous retrouvez ce pourcent de bout en bout sur le gain global, puisqu'on a la somme de tous ces contributeurs-là et qu'il n'y a que le gain statique qui intervient. Donc là, qu'est-ce qu'on peut constater? Ici, en jaune foncé, là, vous avez la méthode all-in, donc c'est-à-dire que là, vous avez injecté l'intégralité de votre capital au départ, hop, ça c'est la croissance, et ensuite vous avez mode DCA. Donc là déjà, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'au bout des 20 ans, on a quand même une grosse disparité, c'est-à-dire qu'ici, vous arrivez à peu près je dirais peut-être à 100%, et ici, si vous prenez le all-in, vous êtes rendu à 1000%, c'est-à-dire que là, vous avez fait 10 fois. Là, vous avez fait 10 fois ce que vous avez fait sur le DCA. Alors, tout ça, c'est parfaitement compréhensible. Pourquoi? Parce que là, vous faites l'injection complète de votre capital à cet endroit-là. Donc là, vous bénéficiez complètement de la hausse et des intérêts cumulés pendant toute cette période-là. Donc là, sur les 20 ans. Par contre, ici, qu'est-ce qui se passe en mode DCA? Le premier petit cas que vous avez injecté, effectivement, il va bénéficier de toute cette hausse-là. Par contre, le deuxième petit cas, lui, il va être acheté à un niveau un petit peu plus élevé. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Globalement, votre PRU va monter. Deuxième période, le PRU il augmente, il augmente, il augmente. Et du coup, si vous faites votre rentabilité est de plus en plus faible. Donc là, on voit déjà que la méthode DCA, dans l'hypothèse où vous avez un gain constant, positif, la méthode DCA est bien derrière la méthode all-in. Donc on va continuer nos investigations. Donc là, on retrouve le compagnon de l'exemple qu'on a présenté juste avant, c'est-à-dire qu'on était en A1-1 précédemment, on passe à A2-2. Pourquoi? Parce que c'est des exemples qui sont très similaires, c'est-à-dire qu'on ne va considérer là également que la constante de temps lente du marché, donc le gain lent, plus le gain statique qui correspond à la croissance naturelle du marché. Donc on supprime ces deux termes. La seule petite différence qu'il y a par rapport à l'exemple précédent, c'est qu'ici, on a mis un signe négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a considéré que le marché commençait par être décroissant avant de passer en mode croissance, etc. Gain statique égale 1%, donc on a regardé exactement le même gain statique. Ici, vous retrouvez l'addition de ces gains-là, donc c'est le gain qui va être utilisé pour calculer l'évolution des deux types de méthodes. Donc pareil, vous retrouvez le sinus qui repart en négatif, qui est perché sur son 1%. Donc si on regarde maintenant les résultats au niveau des deux méthodes, donc la méthode DCA est la méthode en bleu, et la méthode all-in est la méthode en orange. Donc au départ, tout le monde est en phase, et là qu'est-ce qu'on voit? On voit que la méthode, elle passe au-dessus de la méthode all-in jusqu'à une certaine période, donc là qui correspond à 10 ans. Tout ça, ça s'explique parfaitement bien, parce que là, si vous considérez par exemple votre injection de la méthode 1, c'est la méthode all-in, vous injectez l'intégralité de votre capital, eh bien, vous avez, le marché étant en décroissance, vous avez cette décroissance qui s'applique automatiquement sur l'intégralité de la somme que vous avez injectée. Et comme en méthode DCA, vous faites un apport de capital successif au fur et à mesure de l'évolution du marché, et bien là, vous avez votre PRU qui petit à petit va baisser. Donc c'est pour ça que votre gain par rapport à la méthode DCA va être supérieur. Ensuite, à partir des 10 ans, finalement, la situation s'inverse. Pourquoi? Parce que vous avez toute une partie positive qui va renier au niveau du DCA le gain que vous avez eu grâce à la diminution de votre PRU, parce que là, votre PRU va plutôt augmenter. Et du coup, ensuite, cette domination de la méthode all-in par rapport au DCA va se tenir jusqu'à la fin de la période considérée, en l'occurrence ici les 20 ans. Donc finalement, avec la méthode DCA, vous allez avoir ici un gain qui va arriver péniblement aux 400%. Et ici, si vous prenez la méthode all-in, vous allez arriver à un x6, 600%. Autrement dit, un écart à peu près de 1,5, vous allez avoir 1,5 fois la performance que vous auriez eu en DCA.
Donc ici, on va se refaire le même exemple que ce qu'on a fait précédemment. On avait un A2-1, A2 et un A2-2. Là, on va avoir un A3-1 et un A3-2. Donc c'est juste les phases qui vont changer entre ces deux modèles. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté la période lente, la période moyenne du marché. C'est-à-dire que là, on a la période qui correspond à la période lente du marché, la période moyenne. Par contre, on ne met pas encore la période rapide. On conserve notre gain statique qu'on avait positionné à 1% depuis le début. 3%, c'est le gain qui va correspondre au gain lent. Donc généralement, c'est là où on a le plus de déplacement de mouvement de marché. Et le gain qui correspond au gain moyen du marché, donc la période moyenne, qui est de 3 ans ici, ben, on a mis une amplitude de 2%. Donc là, on retrouve nos trois contributeurs. La position fixe du statique. En jaune, c'est la période lente. Et en gris, c'est la période intermédiaire. Ici, vous retrouvez la somme de ces trois contributeurs. Pareil, vous avez la période lente, la période moyenne, le tout autour du gain statique de 1%. Et si on regarde les résultats, ben, le résultat est comme ce qu'on avait vu précédemment. La méthode DCA, on a fini par comprendre qu'elle n'est pas très à l'aise quand le marché est ascendant, ce qui est complètement logique, puisque vous réinjectez de l'argent au fur et à mesure que le marché monte. Donc ça veut dire que globalement, vous augmentez votre PRU, donc ça veut dire que globalement, vous diminuez la rentabilité des sommes que vous injectez. Donc, par contre, le all-in, lui, prend toutes ses aises, et même les marchés, lorsque les marchés sont en correction, c'est pas suffisant pour que la DCA puisse repasser au-dessus du mode entre guillemets all-in. Et si on regarde la performance au bout des 20 ans dans cette configuration, eh bien ici, on se retrouve avec un petit, je sais pas, je dirais peut-être un petit 400%. Et ici, vous vous retrouvez avec un gain de l'ordre de peut-être 1600, 1700%. Donc ça fait un gain qui est plus de 4 fois supérieur en mode all-in par rapport au mode DCA. Ok, donc là, je ne vous refais pas tout le pitch, vous avez compris. Là, pareil, ce modèle est équivalent au modèle précédent. J'ai juste changé les phases, c'est-à-dire que les deux périodes, la lente et la moyenne, descendent tous les deux en même temps. C'est-à-dire que le marché baisse sur les deux constantes de temps, la lente et la médium. Donc dans ce cas-là, on l'a bien compris là également, c'est le DCA qui est favorisé. Donc le DCA reste devant, il va rester devant assez longtemps. Avant, on avait croisé à 10 années. Là, on va croiser à peu près à 14 années. Mais in fine, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, finalement, c'est encore le all-in qui va passer devant. Donc le all-in se retrouve ici par rapport au DCA. L'écart est un petit peu plus faible, mais malgré tout significatif. Là, avec le DCA, vous allez être un petit peu au-dessus de 300. Et là, vous allez être à peu près pas très loin de 500. Donc malgré tout, vous avez un gain supérieur avec la même méthode all-in, alors que les conditions sont quand même assez défavorables. Alors, dernier exemple, et puis après on en aura fini avec toute l'approche théorique, on passera au cas pratique. Donc là, j'ai activé toutes les périodes. Alors vous avez la période lente, la période médium, la période rapide. Alors j'ai des amplitudes qui descendent en fonction des constantes de temps, ce qui n'est pas très loin de ce qui peut se passer au niveau du marché. Là, finalement, on retrouve à peu près les mêmes résultats que ce qu'on avait vu précédemment avec l'analyse A3-1 et A3-2. Vous avez à peu près le même rapport de gain entre ce que vous avez sur le all-in et sur le mode DCA. Donc là, le all-in vous a fait entre 3 et 4 fois plus que le mode DCA. C'est-à-dire que la petite période, on l'a quasiment pas senti. Alors, il est vrai que la contribution en termes d'amplitude est relativement faible. Là, j'ai descendu de 1% à chaque fois que je descendais au niveau des constantes de temps. Voilà, donc ça c'est pour le 4.1. Maintenant, on va renverser la phase. Donc c'est ce qu'on voit là, on a mis un signe négatif devant chacun des gains, le gain lent, médium et le rapide. Donc finalement, tous les sinus démarrent dans la zone négative, quelle que soit la période. Donc là, ça se voit très bien ici. Alors on est un petit peu décalé parce que je vous rappelle qu'il y a le gain statique qui vient est un des contributeurs, donc qui remonte un peu toutes ces courbes. Alors là, le constat est le même que ce qu'on a l'habitude maintenant de voir, c'est-à-dire que la méthode qui est défavorisée, c'est la méthode dite all-in. Alors, elle est défavorisée tant que le marché est baissier. Pourquoi? Parce que le DCA va, au fur et à mesure des injections de capital en mode DCA, vous allez descendre votre PRU.
à chaque fois que le marché va descendre. Par contre, dès que le marché va commencer à se reprendre, eh bien, les choses vont s'inverser, comme ce qu'on avait vu précédemment. Là, ça va s'inverser aux alentours de 14 ans. Et en bout de course, c'est encore la méthode all-in qui prend les devants. Et là, si vous regardez entre la méthode all-in et la méthode DCA, donc, vous avez un écart de l'ordre de 100%, ce qui est malgré tout pas négligeable. Donc là, on a vu à travers tous ces exemples que quelles que soient les conditions de marché, dans la durée, c'est systématiquement la méthode all-in qui prend les devants. Maintenant, on va regarder sur un plan un petit peu plus pratique ce qui se passe. Alors, petite parenthèse, juste pour ceux qui s'intéressent aux outils utilisés pour faire ce type de calcul. Alors, toute la première partie, c'est-à-dire tout ce qui correspond à l'analyse théorique qui a été faite avec un tableur Excel. Alors, la difficulté est relativement contenue, donc tout à fait accessible par ce genre de produit. Par contre, en ce qui concerne l'analyse pratique, comme il y a des données à aller chercher en externe sur le site Yahoo Finance, il y a pas mal de boucles d'itération, etc. J'ai utilisé Python. Il y a pas mal de modules assez intéressants pour faire ce type de traitement. Donc là, je ferme la parenthèse. Alors, pour la confrontation des deux méthodes sur la base de données réelles, j'ai choisi d'utiliser le S&P 500. Alors, pourquoi le S&P 500 ? Tout d'abord, par rapport à sa taille, c'est l'indice qui totalise la plus forte capitalisation boursière. Donc ça, c'est le premier point. Et d'autre part, pour son comportement, qui est structurellement haussier sur le long terme. Alors ça, c'est vrai aussi pour les autres indices. Par exemple, si on considère les 10 dernières années, la performance des indices majeurs ont progressé de 100% à 400%. Donc on a 400% pour le Nasdaq, on a 200% pour le S&P 500, le Nikkei est à 200%, et le CAC 40 et le DAX c'est à 100%. Alors ces indices, pourquoi ces performances croissantes ? C'est parce qu'en fait ils ont des caractéristiques communes, ils ont des vertus auto-nettoyantes qui sont assez sympathiques. Et c'est lié à leur mode de gestion, c'est-à-dire que les sociétés qui sont déficitaires sont naturellement éjectées de l'indice, et celles qui ont de belles croissances et de bons résultats voient leur pondération augmenter. Bref, en fait, les bons élèves poussent les mauvais élèves. Donc là, je suis un petit peu hors propos, mais si vous avez tenu jusqu'ici, c'est que ce que je raconte semble vous intéresser, et justement par rapport à ça, je vous encourage vivement de miser sur ce type d'actifs financiers, c'est-à-dire les indices, en utilisant des instruments financiers du type ETF. Alors, ce qui est assez sympathique avec les ETF basés sur les indices, c'est que l'investissement intellectuel et physique est réduit au strict minimum. Hein. Vous achetez juste votre ETF et après vous dormez sur vos deux oreilles, vous laissez courir. Et en prime, ce que vous avez, c'est la certitude sur le long terme de faire mieux que plus de 80% des gestionnaires des fonds, des gestionnaires des fonds, des fonds actifs, etc., avec un minimum de frais. Donc voilà, et alors les autres caractéristiques intéressantes liées au S&P 500, c'est qu'en fait c'est si vous prenez l'ETF, vous des ETF qui sont extrêmement liquides, vous avez une cotation continue et ça représente une bonne partie du marché dans son ensemble, parce que régulièrement c'est scruté et c'est ajusté. Ok, donc là on va rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par décrire ce que représentent ces graphes-là. Donc ces graphes représentent l'évolution du portefeuille pour les deux méthodes. Donc la première méthode, alors on va dire que c'est M. All-in qui l'a choisi. Donc M. All-in, il décide en fait d'injecter l'intégralité de son capital en 1984. Et M. DCA, lui, ce qu'il fait, c'est en fait, il n'injecte qu'une fraction de son capital à la même date, et ensuite, tous les mois, il va injecter une partie de son capital jusqu'à la dernière période, où là, je me suis positionné à 2023, c'est l'année où je publierai cette vidéo. Donc, en ordonnée, vous avez l'évolution de votre portefeuille en pourcentage, et en abscisse, bien évidemment, donc ça, c'est l'évolution du temps. Donc, si on regarde ce que M. All-in a eu comme résultat en fin de période par rapport à son capital initial, eh bien, on s'aperçoit que son capital initial est à 2500%, ça veut dire qu'il a multiplié son capital de départ par 25. Si vous regardez ce qu'a fait M. DCA, il est arrivé à 500%, donc il a fait un x5, ce qui est très bien. Mais si toujours on maintient la comparaison avec M. All-in a fait 5 fois ce que M. DCA a fait en termes de performance.
Donc là, certes, la période est assez longue, c'est une période d'à peu près 40 ans, et on va réduire cette période. Donc maintenant, on fait exactement le même calcul, mais on démarre en 94. Donc en 94, même topo, M. Olin mise tout en 94, M. DCA voilà, distribue des fractions de son capital sur toute la durée. Et en bout de course, ce qu'on voit, c'est que M. Olin est arrivé à 750%, donc il a fait 7,5 fois sa mise, et M. DCA a fait environ 250%, de 2,5 fois sa mise. Donc là, en fait, on a encore un rapport assez important entre le all-in et le DCA, qui est un rapport à peu près de 3. Ok. Ok, donc là, on continue notre petit bonhomme de chemin. Donc là, on fait l'analyse à partir de 2004. Donc tout à l'heure, on avait une période de 30 ans. 2004, là, maintenant, on se retrouve avec une période de 20 ans, ce qui paraît un peu plus raisonnable pour les quadragénaires, par exemple. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Je ne refais pas tout le speech. En bout de parcours, ici, on se retrouve avec un x3 par rapport au capital de départ avec la méthode All-in. Et avec la méthode DCA, on se retrouve avec un x 1,5. Donc, encore une fois, le All-in a fait 2 fois mieux que le DCA. On se décale encore de 10 ans. Donc là, on passe en 2014. 2014, on regarde ce qui se passe en bout de course. Là, on a un gain qui est de 150% pour la méthode all-in, et là, on se retrouve avec un gain qui est légèrement supérieur à 50%. Donc là, on a quasiment un x3 dans cette configuration. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'en 2004, finalement, on a une performance par rapport au DCA qui est moins bonne que celle qu'on a eue en 2014. Et ça s'explique assez facilement. C'est qu'en fait, vous avez eu toute une période un peu de range où les marchés se sont un petit peu écroulés, et du coup, ça c'est très favorable au DCA. Donc pendant cette période-là, le DCA s'est énormément rechargé, et donc c'est ce qui lui a permis en fait de rattraper son retard par rapport à la méthode all-in. Mais quoi qu'il en soit, en bout de course, c'est toujours la méthode all-in qui prend le dessus. Alors un point que j'ai oublié de préciser tout à l'heure et qui est vraiment important, c'est qu'ici je vous ai mis les ratios. Ce ratio est important parce qu'il vous indique combien de fois la méthode all-in a été au-dessus de la méthode DCA sur toute la durée de la période. Donc là, dans 95% des cas, le all-in était au-dessus du DCA. Et dans cette situation-là, vous étiez quasiment à 100%. Voilà. Donc à partir de là, la question qu'on peut se poser, c'est de se dire, là effectivement, on a fait des simulations sur 4 grandes périodes. Alors chaque période sont espacées de 10 ans. Donc on peut se dire, peut-être que c'est des périodes qui ont été plutôt favorables au all-in par rapport au DCA. Qu'est-ce qui se serait passé si on s'était décalé de 1 mois, de 1 trimestre, de 1 an, de 2 ans, de 3 ans, etc. Et qu'est-ce qui serait passé également si on avait réduit la période à la fin de laquelle on évalue les performances par rapport aux deux méthodes. Donc là, c'est ce que j'ai fait avec ce graphe-là. Donc j'ai considéré que je décalais de mois en mois sur des périodes glissantes. Alors la première période glissante que j'ai sélectionnée, c'est une période de 1 année. C'est-à-dire que je choisis de faire du all-in par exemple en 84 et je regarde les résultats en 85, entre le all-in et le DCA. Ensuite, je me décale d'un mois et pareil, je regarde la performance. Deuxième mesure, donc je vais faire 1984 plus un mois, et je vais regarder ce qui s'est passé en 1985 plus un mois, etc., de proche en proche. Et là, ce graphe-là, c'est ce qui représente. C'est toutes les performances en considérant qu'on s'est décalé de 1 année en 1 année, avec comme point de départ les années que vous pouvez voir sur l'axe des abscisses. Donc là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que le gain en fin de période, c'est-à-dire au bout d'une année glissante, dans 80% des cas, 78% des cas, vous avez le all-in qui surperforme le DCA, sur 1 année simplement. Donc là, même exercice, mais sur une période de 2 ans. Donc là, le gain est passé à 83%, donc c'est supérieur à ce qu'on a vu précédemment. Et ça correspond à ce qu'on a vu dans les exemples précédents, c'est qu'en fait, plus la période est longue, plus le all-in surperforme le DCA. Donc là, on est passé à 83%. Alors ici, c'est sur une période de 3 ans, donc on est à peu près au même ratio, c'est-à-dire que 8 fois sur 10, c'est la méthode all-in qui surperforme la méthode DCA. Alors au passage, ce qu'on peut remarquer, c'est que la date terminale ici, petit à petit, vous tapez dedans, parce qu'en fait, il faut qu'il reste 3 ans pour faire les calculs derrière. Ensuite, on passe à 5 ans. 5 ans, on est à peu près dans le même ordre de grandeur. 8 fois sur 10, le all-in passe devant.
10 ans, alors là on passe à 88%. Alors ça c'est pas complètement logique parce qu'en fait, plus la période augmente, plus la méthode all-in, et on l'a vu dans les exemples passés, passe au-dessus de la méthode DCA, est plus performante que la méthode DCA. Ensuite, ici, à 20 ans, on est presque à 100%, quoi. Donc, au bout de 20 ans, on est à peu près sûr que la méthode all-in a donné de meilleurs résultats dans la plupart des cas par rapport à la méthode DCA. Alors, voilà, moi j'en ai terminé avec la présentation des résultats de mes investigations par rapport au bench entre les deux façons d'investir, donc la méthode all-in et la méthode DCA. Maintenant, en guise de conclusion, ce que je vais faire, je vais reprendre les avantages qui sont communément donnés là, pour le mode DCA, et je vais mettre en face ce qu'on pourrait donner comme avantages et inconvénients de la méthode all-in, et un peu comparer les deux. Donc, au niveau du DCA, ce qui est généralement revendiqué, c'est que c'est une méthode qui est très simple, ça demande très peu d'investissement, intellectuel et physique, comme je le disais précédemment. Donc, pas de souci de ce point de vue-là, on est complètement d'accord. On minimise l'impact au niveau des émotions, ce qui est vrai également, parce que le DCA généralement consiste à injecter des petites sommes à chaque début de période, ça peut être 1 mois, 3 mois, 6 mois, etc. Donc finalement, s'il y a un gros décrochage du marché, l'impact n'est pas significatif. Alors aussi ce qui est dit, c'est qu'il y a un phénomène de lissage du prix. Alors le lissage du prix, c'est très très bien quand les marchés sont à la baisse. Par contre, c'est un peu moins bien quand les marchés sont à la hausse. Et c'est ce qui fait que globalement, le DCA, surtout quand on l'applique sur quelque chose qui est structurellement haussier, est bien moins performant que le all-in. Il y a une réduction de la volatilité, ça c'est certain. En général, vous êtes bien moins volatile, vous avez un bêta inférieur par rapport au sous-jacent que vous suivez. Alors, les inconvénients, c'est que le PRU il est défavorisé dans un marché haussier, parce qu'au fur et à mesure que le marché monte, eh bien avec la même somme d'argent, vous aurez moins d'actifs, donc votre PRU va mécaniquement monter. Vous avez un gain qui sera donc quasi systématiquement inférieur à celui de l'actif sélectionné. Et vous allez avoir des frais récurrents parce qu'il va falloir acheter régulièrement. Donc, alors, si c'est que des frais en termes de pourcentage, il n'y aura pas de différence avec la méthode all-in. Par contre, s'il y a un talon, vous aurez des frais plus importants. Maintenant, si on en vient, on met en balance maintenant la méthode all-in. Si on reprend les avantages, méthode simple, on peut dire la même chose sur le all-in. Hein. Vous mettez une grosse somme d'argent au départ, et après vous ne touchez plus à rien. Impact au niveau des émotions, alors ça c'est clair que l'impact est plus important, parce qu'en général, si vous utilisez cette méthode-là, c'est-à-dire si vous injectez une grosse partie de votre patrimoine en one-shot à un moment donné, eh bien vous allez être complètement tributaire des variations du marché, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Alors la hausse, il n'y a pas de souci. Par contre, à la baisse, si on reprend l'exemple que j'avais cité précédemment, vous injectez 12 000 euros et vous avez une baisse de 20%, il faut être capable de digérer une somme qui est passée de 12 000 euros à 9 600 euros. Alors là, il y a un lissage des prix. Bon, on ne peut pas trop parler de lissage de prix, puisque dans la mesure où vous suivez le sous-jacent, donc vous êtes complètement en phase avec l'actif sur lequel vous êtes calé. Et réduction de la volatilité, là on ne peut pas trop en parler non plus, puisqu'en fait vous avez la volatilité complète de l'actif que vous êtes en train de suivre. C'est-à-dire que vous avez le même alpha et le même bêta, et si on prend le cas par exemple du S&P 500, vous aurez le même alpha et le même bêta que le S&P 500. Si c'est le 440, ce sera l'alpha et le bêta du 440, etc. En termes d'inconvénients, effectivement, faire du all-in avec 100 euros, ça n'a pas trop d'intérêt, donc il vaut mieux injecter quand même une somme d'argent assez conséquente. Donc ça peut être un frein. Vous aurez un gain qui sera, alors ce n'est pas vraiment l'inconvénient, vous aurez un gain qui sera égal à celui de l'actif sélectionné. Comme vous le suivez complètement, vous êtes un miroir de cet actif, vous aurez le gain de cet actif moins les frais associés aux frais de transaction. Et potentiellement, vous aurez des frais limités, surtout si vous avez des talons, c'est des frais fixes et un pourcentage sur l'actif acheté. Voilà, donc ça conclut complètement ce travail. Alors j'espère que les résultats que je vous ai présentés là auront un impact positif sur vos futures stratégies, vos futurs investissements. Enfin, j'espère que l'impact sera aussi positif que ça l'a été de mon côté. Et puis je vous dis à une autre vidéo.